Bonjour à tous et bienvenue dans notre toute nouvelle émission sur Radio Ciné, c'est l'analyse philo de la semaine. Nous allons tout simplement passer un petit moment ensemble pour parler de la portée morale et philosophique d'une œuvre. Et cette semaine, je vous propose de commencer par une référence du cinéma d'auteur allemand, souvent perçue comme une œuvre expérimentale ouvertement portée sur la contemplation de nombreuses philosophies. Il s'agit des Ailes du désir, du réalisateur allemand Wim Wenders, sorti en 1987. Wim Wenders est un réalisateur allemand né en 1945 à Düsseldorf et dont la carrière s'étend de la fin des années 60 à nos jours. Il est souvent considéré comme l'un des piliers du nouveau cinéma allemand qui prend son essor à quelques années près, à la même époque que la nouvelle vague française et le nouvel Hollywood. Wim Wenders tente une carrière hollywoodienne, lors de laquelle il réalisa le film qui est sans doute son plus connu de l'industrie anglo-saxonne, le sublime Paris, Texas, sorti en 1984. Suite à ce bref interlude américain, Wim Wenders retourne à un cinéma plus expérimental et européen, et c'est du film sans doute le plus connu de cette époque dont nous allons parler, Les Ailes du désir. Les Ailes du désir met tout simplement en scène deux anges invisibles de tous sauf d'eux-mêmes, parcourant la ville de Berlin. Ils écoutent, analysent, étudient les humains et n'interviennent que très rarement. Les Ailes du désir est un film long et très contemplatif. C'est une œuvre qui prend beaucoup de liberté par rapport à la structure classique des 3 actes par exemple. On peut certes trouver un semblant de narration classique puisque les personnages principaux ont des conflits internes, des envies et traits de caractère qui évoluent au cours du film. Mais en dehors de ça, le film met de côté tout élément de cinéma américain et nous offre une forme très particulière que nombreux ont appelée contemplative. La première particularité du film est sans doute la capacité des anges à pouvoir entendre les pensées de tous les humains qui les entourent. Le montage sonore d'une grande partie du film se constitue donc de multitudes de voix plus ou moins chuchotées et entremêlées, exprimant nombre d'angoisses, de rêves, de regrets et ainsi de suite. Et on va s'arrêter là-dessus pour faire un premier commentaire philosophique. Wim Wenders donne ici une réponse complexe à une question qui paraît très simple. À quoi pensent les gens en face de nous ? C'est un pouvoir que nombreux d'entre nous ont voulu posséder. Si seulement je pouvais lire dans ses pensées. Ce sont souvent les comédies qui reprennent ce concept afin d'en faire des situations comiques et absurdes, mais Les Ailes du désir nous offrent une vision bien plus philosophique. Entre autres, Wim Wenders nous donne le pouvoir de lire dans les pensées au sens le plus littéral. Le spectateur entend un brouhaha constant de pensées, avec une par-ci, une par-là, qui se détachent de temps à autre. Ces pensées sont presque toujours des listes de questions sans réponse ou questions qui amènent encore d'autres questions. Et lorsqu'il ne s'agit plus de questions, alors la pensée fait souvent part d'un regret ou d'une peur profonde. La réponse que nous propose Wim Wenders devient donc limpide. À quoi bon pouvoir connaître la pensée de la personne en face de moi si elle-même ne la connaît pas ? Et je vais me servir de ce constat pour entrer dans le sujet dont le film traite plus largement. Qui sommes-nous et comment vivons-nous ? La question est ici littérale. Quelle est notre identité et comment l'être que nous sommes vit la vie qui lui a été donnée ? C'est grâce à la forme même du film que Wim Wenders peut parfaitement explorer ce thème. Une déambulation constante au cœur d'une pratique dont nous faisons tous preuve au quotidien mais que nous n'avons jamais vue de l'extérieur, la réflexion et la pensée. Se perdre dans nos pensées est en effet un exercice automatique à tel point que nous ne pensons jamais au fait que nous le faisons, un point c'est tout. C'est là le génie des Ailes du désir qui nous apprend une leçon importante sur les apparences. Tous les humains que nous voyons autour de nous sont toujours en train de réfléchir à quelque chose, et notamment d'une manière ou d'une autre au sens de leur vie. De cette assertion, on peut tirer 2 conclusions. La première, c'est que les apparences sont bien plus que trompeuses, elles peuvent aussi nous faire oublier que dans chaque corps, il y a un être tout aussi unique et complexe que nous. La seconde, c'est que nos apparences silencieuses sont aussi un outil qui permet à chacun d'entre nous d'avoir une identité profonde, un échange avec soi-même, une notion de notre identité qui n'est propre qu'à nous, puisque seuls nous pouvons la connaître en ces instants. En offrant les pensées de tous avec ce scénario bien précis, Wim Wenders nous fait quitter l'instinct voyeur initial de l'être humain en nous faisant comprendre qu'il n'y a rien de croustillant à en tirer, nous amenant ainsi de manière naturelle vers une écoute de la pensée non plus malsaine, mais désintéressée et bienveillante, telle des anges, envers les esprits torturés qui nous sont présentés. Le commentaire dégagé ici est donc qu'il est non seulement inutile de connaître la pensée de l'autre, mais qu'il en va aussi de notre identité même au sein de l'existence, de pouvoir échanger avec soi-même et uniquement avec soi-même. Les Ailes du désir jonglent avec cette frontière, en soutenant aussi la thèse que s'il ne sert à rien de connaître la pensée de l'autre, il serait bon de se rappeler quand même que cet autre a une pensée. C'est là l'équilibre de l'écoute et du respect entre individus. Sur ces quelques éléments d'analyse, on va quitter le modèle narratif soutenu pour une conversation plus informelle avec vous qui nous écoutez. Donc quand je dis que la forme du film permet parfaitement l'exploration de thèmes philosophiques, c'est que le film fait le choix délibéré de créer un espace prévu à la réflexion des protagonistes et du spectateur. Cet espace, c'est effectivement la déambulation des anges dans Berlin,
des scènes pouvant durer jusqu'à 30 ou 40 minutes, constituant un florilège de scènes de vie illustrant ces tout aussi nombreux thèmes philosophiques. Donc regardons un petit peu ce que le film peut nous proposer dans sa forme, dans sa narration, dans sa technique, qui vient corroborer ces thèmes philosophiques. Ce qu'il est super intéressant de noter, c'est que tout élément technique au sein du film vient servir l'idée, le thème, la philosophie principale que met en avant Wim Wenders. C'est-à-dire que chaque plan, même l'éclairage, le jeu des acteurs, les indications de réalisation, viennent soutenir les idéaux existentialistes qui dominent l'entièreté du film. L'écriture des dialogues, qu'ils soient des dialogues internes ou des dialogues entre protagonistes, est le premier élément qui va nous intéresser ici. Wim Wenders nous montre des personnages de tous horizons, de plusieurs générations différentes, des gens plus ou moins âgés, des gens de sexe opposé, des gens de cultures différentes, d'idéaux différentes, qu'elles soient politiques, qu'elles soient philosophiques, ou qu'elles soient tout simplement dans leurs habitudes quotidiennes. Malgré ces différences, tous les personnages semblent se poser le même type de questions. Ils ne se le posent simplement pas avec la même forme ni le même langage. Certains ont un langage plus soutenu, plus poétique, certains ont un langage plus désabusé, plus informel. Et pour soutenir cette idée de différence, Wim Wenders va même jusqu'à insérer plusieurs langues différentes dans son film. En effet, lui est allemand et son film se déroule à Berlin, donc la plupart des protagonistes parlent allemand. Mais il insère également des protagonistes qui parlent français, comme la trapéziste par exemple, qui est une actrice française, qui parle allemand aux Allemands, mais son dialogue interne est entièrement en français. On peut aussi retrouver le personnage interprété par Peter Falk, qui ne se trouve être autre que lui-même dans un sens assez métaphysique, puisque Peter Falk joue un acteur américain qui joue dans un film qui est en train d'être tourné à Berlin. Ça, c'est un petit élément de métaphysique qu'on retrouve souvent dans les films de Wim Wenders. En effet, Wim Wenders aime faire des mises en abîme de ce genre-là. Cette différence de langue, pour le spectateur, elle est très importante, parce qu'en fait, elle vient soutenir le fait que les gens sont très différents, mais qu'à l'intérieur, ils peuvent se ressembler énormément. On reconnaît déjà une certaine rigueur dans la quantité de travail et la quantité de détails amenés dans le film. C'est donc un premier exemple de comment Wim Wenders jongle avec la notion d'identité. Alors ici, c'est avec un élément de scénario, mais il peut également le faire avec le cadrage, à l'image de nombreux plans qui font des va-et-vient sur les visages de personnages. Ces plans de va-et-vient ne sont autres que des travelling à gauche, des travelling à droite, ou même vers le haut ou vers le bas, qui montrent tout simplement une fluctuation dans ce dont ont envie les personnages. Cette notion de va-et-vient est très importante puisqu'on ne la retrouve pas uniquement dans les plans, mais aussi dans la mise en scène. Nombre de protagonistes et de personnages ont des comportements et des mouvements calqués sur le modèle d'un va-et-vient. On citait notamment juste avant la trapéziste, eh bien il y a des scènes d'elle pendant les représentations du cirque où elle fait des va-et-vient sur son trapèze tout simplement. Il y a des personnages pour lesquels c'est plus subtil. Ils se lèvent et se rassoient sur des fauteuils, ils montent ou descendent des escaliers, ils font les 100 pas dans leur maison. Tous ces gestes et comportements sont en fait un dérivé du va-et-vient qui fait évidemment écho à l'incertitude quant à notre identité et le sens de notre vie. Pour rebondir sur cette incertitude, on peut creuser plus profondément, et cette fois-ci plutôt dans le contenu qui est montré à l'écran, avec les dialogues et les pensées des personnages. En effet, on retrouve une multitude de types de pensées et de questionnements internes. Wim Wenders jongle avec les aspirations, les angoisses, les pensées immédiates, les pensées profondes, qui renvoie d'ailleurs à un concept très intéressant dans l'existentialisme, notamment celui d'Albert Camus, qui est le concept d'ici et maintenant, et du temps vécu. Certains personnages semblent être dans le temps, dans le moment, dans l'instant, tandis que d'autres semblent être perdus dans leurs pensées, bien hors du temps. Wim Wenders ajoute donc une nouvelle dimension à sa philosophie, en reliant l'écoulement du temps et l'identité. Je vais essayer d'illustrer un peu tous ces principes en prenant une scène du film comme exemple. Il s'agit ici d'une scène, indépendante de toutes les autres, pendant la déambulation d'un des deux anges. Il va rencontrer un motard qui vient d'avoir un accident. Ce motard est assis par terre, adossé contre le trottoir, et se pose désormais de nombreuses questions quant à son avenir et quant au sens de la vie. Il se demande évidemment ce qui va lui arriver, et pense à sa famille, ses proches, tout ce qu'il aurait dû faire et tout ce qu'il n'aurait pas dû faire. C'est à ce moment que l'ange intervient en posant ses mains sur sa tête comme pour le bercer et l'aider dans ce moment difficile. La caméra effectue alors un va-et-vient assez lent devant le motard et l'ange. C'est un mouvement qui a donc ici une double fonction. Il vient symboliser l'incertitude du motard dans un moment difficile, comme cité précédemment, mais il vient aussi accompagner le geste de l'ange. De par sa nature et sa lenteur, la caméra à son tour berce le motard. Cette scène est un exemple parmi tant d'autres, puisque des scènes allant jusqu'à 40 minutes de déambulation d'anges dans Berlin permettent de montrer d'innombrables facettes de l'humanité et d'innombrables techniques qui peuvent accompagner les symbolismes et les philosophies qu'on y associe.
Je vous invite donc à regarder ce film pour que je ne vous gâche pas tous les symbolismes et que je ne vous gâche pas toutes les surprises que vous allez pouvoir trouver. Bien évidemment, le film n'est pas entièrement et uniquement constitué de déambulations dans Berlin, il y a aussi une narration et une évolution de ce que font les personnages. Ceci n'est que la situation initiale pour ainsi dire, c'est ce qu'on nous présente dès le début du film et pendant une bonne demi-heure. Cette forme, cette structure nous permet peut-être de rentrer dans un Berlin un petit peu déprimé, un peu nihiliste, nous permet de nous mettre en jambes pour l'évolution que Wim Wenders va donner à ses anges et aux êtres humains. En effet, le film s'appelle Les ailes du désir, les ailes c'est sans doute pour les anges, et le désir, eh bien c'est plus compliqué que ça. Mais le film va en traiter, puisqu'effectivement, le désir, comme nous le savons tous, fait partie des grands problèmes du sens de la vie des êtres humains. Le désir, c'est un des premiers thèmes abordés lorsque l'on commence à parler de philosophie. Et une fois que Wim Wenders commence à nous montrer toutes les formes d'angoisse, de regret ou d'aspiration des personnages, on finit par se rendre compte qu'elles sont toutes reliées en quelque sorte et d'une certaine manière à une forme de désir. Un désir concernant le passé, un désir concernant le présent ou évidemment le futur. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que Wim Wenders nous offre beaucoup de monologues et de dialogues internes qui viennent expliquer ou mettre en avant les philosophies que lui a sans doute compris au cours de sa vie, qui sont reliées aux problèmes de l'existence, aux problèmes du sens de nos vies. En revanche, lorsqu'il s'agit de désir, il n'apporte que très peu d'éléments de réponse. Il vient les illustrer visuellement, il vient donner quelques explications sur la nature humaine et sur le besoin d'avoir un désir, mais il ne va pas beaucoup plus loin. Il veut laisser le désir dans une zone un peu plus indéfinie, qui nous renverrait peut-être tout simplement au fait que nous avons du désir, l'être humain est comme ça, et c'est beau, et c'est tout. Et c'est ainsi que, comme nombreux films de la même trempe, il prend le parti de dire « Si vous avez un désir, servez-vous-en, soyez conscient de ce qu'il est et de ce qu'il veut dire ». Par rapport à un film plus classique, où un héros pourrait avoir un désir qu'il veut mener à bout, et puis au fur et à mesure d'aventure, il finit par y accéder, dans Les ailes du désir, c'est beaucoup plus complexe. Wim Wenders prend le temps de nous montrer des personnages qui n'en ont peut-être pas ou peut-être plus et qui doivent le redécouvrir, le redéfinir, avant d'y accéder. Ce qui est sans doute le plus marquant quand on regarde Les ailes du désir, c'est de constater la diversité des personnages à l'écran. En effet, ils sont de tous horizons, comme nous l'avons cité précédemment avec les Américains, les Français, les Allemands et autres, mais ils sont aussi de différentes cultures, de différentes classes sociales, ils ont différents problèmes, différentes aspirations, différents rêves. Et c'est un pari risqué de la part de Wim Wenders, puisque dans un film qui est déjà long, lent et contemplatif, il vient rajouter cet élément qui le rend en fait extrêmement dense. Dense de personnalité, dense de culture, dense d'informations à devoir ingérer. En ce qui me concerne, ce pari, il est remporté, puisque l'effet fonctionne à merveille. En tout cas, avec moi, c'est la plus grande sensation que j'ai eue en regardant ce film, c'est de découvrir, ou en tout cas de mieux comprendre, que tous les êtres humains pensent des choses très complexes, que je ne suis pas seul, qu'il faut prendre en compte tout ce que les gens peuvent penser auquel je n'aurais peut-être pas pensé. Le meilleur adjectif que je pourrais trouver pour Les ailes du désir, c'est sans doute humaniste. C'est un film qui parle de l'être humain, qui parle de l'identité humaine et qui parle de toutes les identités humaines. Un film bienveillant, un film complexe et riche de thématiques philosophiques, un film qui nous rappelle qu'on est quelqu'un d'unique et d'important, mais que tous les autres aussi sont uniques et importants. Bref, un film qu'il est bon de ne pas oublier, ou alors de revoir de temps en temps. C'était l'analyse philo de la semaine avec Les ailes du désir de Wim Wenders, sorti en 1987. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, et si vous l'avez déjà vu, eh bien revoyez-le, parce que c'est un super film. Merci de m'avoir écouté, on revient la semaine prochaine avec un autre film pour l'analyse philo, et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur.